sommes de retour sur le plateau de TV Finance dans cette édition du Minimac de la lettre de l'acheteur et désormais il est l'heure d'ouvrir notre page consacrée à l'interview d'une personnalité du monde agricole et cette semaine nous avons le plaisir de recevoir Jean-Marie Serroni. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Serroni. Vous êtes agronomiste indépendant et membre de l'Académie de l'agriculture. Vous étiez au Salon de l'agriculture la semaine dernière. Une des annonces phares qui a été faite par le président de la République, c'est la mise en place d'un prix plancher agricole. Avant de rentrer dans le détail de cette mesure et voir si c'est une mesure qui pourrait s'avérer efficace ou au contraire si elle est complètement démagogique, on va, Monsieur Serroni, revenir sur ce qu'est un prix plancher agricole. Quel est le principe d'un prix plancher agricole, Monsieur Serroni? Alors, le principe d'un prix plancher agricole, ou d'ailleurs pas agricole, c'est l'idée de dire que on fixe, dans la théorie, sans dire qui le fixe. Est-ce que c'est l'État de manière arbitraire ou est-ce que c'est à l'issue d'une négociation entre les parties prenantes, un prix en deçà duquel il est interdit d'acheter. Hein, c'est-à-dire que si je suis industriel, laitier par exemple, il y a un prix plancher qui est fixé et je dois payer les producteurs au moins à ce prix-là. Ce prix étant censé garantir aux producteurs un revenu décent. Sur le papier, expliqué comme ça a l'air extrêmement intéressant. Mais du coup, par la force des choses, quand même, suite à cette annonce, le monde agricole a un peu rué dans les brancards, rué face à cette mesure. Du coup, pour vous, est-ce que c'est une bonne idée ou bien est-ce que c'est complètement démagogique? Alors, pour moi, c'est une bonne ou une mauvaise idée. Je ne sais pas très bien. On va, il y a des cas où ça peut peut-être être intéressant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est complètement irréaliste et ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Certains disent, mais on a déjà eu ça. Effectivement, on a eu ça il y a 30 ans dans l'ancienne politique agricole commune. Mais admettons on fixe un prix plancher, peu importe qui le fixe, il y a un prix plancher qui est fixé, par exemple, pour le lait. Voilà, il y a un prix plancher. Si ce prix est relativement élevé, moi qui suis industriel ou qui suis transformateur, je ne peux pas payer en deçà de ce prix. Par contre, je ne suis pas obligé d'acheter à ce prix. Je peux très bien me fournir à l'étranger. On est sur un marché ouvert, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans, où il y avait des taxes à l'importation. Donc, le risque du prix plancher, c'est d'augmenter, s'il n'y a pas de protection aux frontières. Or, nos accords européens ne le permettent pas aujourd'hui, au sein de l'Europe. Donc, c'est d'avoir des prix, d'augmenter nos importations. Deuxième exemple, s'il y avait des prix planchers, aujourd'hui, vraisemblablement, les coûts de production du blé, le marché du blé est en train de baisser, s'il y avait des prix planchers, ils seraient au-dessus des coûts de production. Donc, les acheteurs achèteraient du blé au-dessus du cours mondial, puisque le blé, c'est un cours mondial. S'il y avait un prix plancher, il serait au-dessus du cours mondial. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les agriculteurs. Oui, mais on exporte la moitié de nos céréales. On les exporte. Donc, on ne les exporterait plus, en fait. C'est ça que vous nous dites. Voilà. Un acheteur, il ne va pas acheter du blé, sachant qu'il va le revendre moins cher. Donc, qu'est-ce qu'on fait de la moitié de notre récolte? Donc, c'est en ce sens que, globalement, ça ne tient pas la route. Ça tiendrait la route à deux conditions. C'est qu'en fait, on revient, enfin, une condition finalement, c'est qu'on revienne à l'ancienne politique agricole commune, c'est-à-dire qu'on mette des barrières douanières aux frontières, qu'on donne des aides pour exporter, puisque avant nos cours étaient plus élevés que les cours mondiaux, et donc les exportateurs bénéficiaient d'aides. Et enfin, ça nécessiterait, comme avant, que l'État intervienne quand les cours sont trop bas pour les faire remonter en achetant de la marchandise, et donc ce qu'on appelle la régulation des marchés. Donc on n'est absolument pas dans ce cadre-là aujourd'hui. Mais... Alors, certains disent le président, il a fait n'importe quoi. Moi, j'y étais pas ce jour-là au salon, hein, mais les journalistes qui étaient là m'ont raconté, tu aurais vu la tête du ministre de l'Agriculture pendant que le président parlait. Il se décomposait au fur et à mesure que le président parlait, donc visiblement, il n'était pas au courant. Bon, maintenant, quand on regarde les éléments de langage de la Macronie, ils sont assez clairs. Le Premier ministre a reparlé. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer un parlementaire du premier cercle. Ils disent mais oui, mais c'est juste un élément de langage. Le président a voulu dire
en fait, c'est les Egalim qui voulaient dire. S'il expliquait que c'était les prix avec une marche en avant, que c'était les prix au coût de production, le consommateur ne comprendrait pas. Donc, il a utilisé ce mot qui est un peu malheureux dans son sens économique, mais il ne l'utilisait pas dans son sens économique. Il voulait dire on met des indicateurs de prix. Bon, quelle est la vérité là-dedans? Ouais, personne n'en sait. On s'accroche aux feuilles, quoi. Alors, effectivement, on s'accroche aux feuilles, comme vous dites. Du coup, par la force des choses, si je vous entends bien, vous dites finalement un peu plus d'État, ce serait bien. Vous dites aussi que globalement, il faudrait peut-être revoir la politique commerciale entre producteurs et distributeurs, et que c'est essentiel que finalement, c'est des accords entre eux, mais au compte-gouttes, au cas par cas, qui devraient être mis en place, en fait. Voilà, je crois qu'il ne faut jamais qu'on oublie que nous sommes un grand pays exportateur et donc on bénéficie des marchés ouverts. Quand il y avait des prix planchers, nous étions déficitaires au niveau alimentaire dans le marché commun à 6. Et ces prix planchers avaient été faits pour augmenter la production. Le but aujourd'hui n'est pas d'augmenter la production. Et dès que la production est devenue autosuffisante, ces mécanismes des prix planchers ont conduit aux montagnes de beurre, aux carcasses pleines au frigo, pardon, pleines de carcasses de bovins dont on ne savait plus que faire. Parce que quand il y a ces prix qui sont trop protecteurs, l'agriculteur, il est protégé, donc il ne s'adapte pas au marché. Il ne s'adapte pas au marché. C'est ce qu'on a vécu il y a 30 ans. Et donc, on est sorti de ça. Par contre, les prix planchers pourraient être intéressants dans le cadre d'accords contractuels entre plusieurs opérateurs économiques. Je suis un industriel, j'ai trouvé un commerçant qui est d'accord pour commercialiser un lait ou un pain ou une viande qui a des caractéristiques particulières, soit liées aux produits, soit issues d'une agriculture écologique, par exemple, que j'estampille. Et le consommateur, donc j'ai un marché où je peux le vendre au consommateur un peu plus cher. Et à ce moment-là, pour une durée déterminée, je garantis un prix minimum à mes producteurs qui Mais signent ce contrat. Alors, on a ça, par exemple, Max Havelaar, la marque de commerce équitable, est en train de développer des choses en France. Je les ai rencontrés au salon et ça ressemble à ça. C'est qui le patron qui vend le lait 20% plus cher, entre 15 et 20% plus cher pour rémunérer les producteurs? Eh ben, il y a un prix au producteur qui est fixé par la coopérative de consommateurs. Les distributeurs qui gagnent un peu plus sur ce lait-là sont d'accord pour le vendre plus cher. Mais ça, c'est des accords commerciaux entre partenaires économiques qui sont négociés. C'est pas une généralité sur l'ensemble du marché. Là, ça ne tient pas la route aujourd'hui. Monsieur Géroni, je vous coupe. Tout ce que vous dites, on l'entend très bien, on comprend, mais il n'y a pas un risque de voir finalement un prix plancher par producteur et que ça devienne un vrai sac de nœuds? Alors, l'autre problème du prix plancher, il faut savoir que les coûts de production par producteur, si j'enlève les extrêmes, varient en gros entre la moitié des producteurs. Si j'enlève le quart qui est le plus efficace et le quart qui est le moins efficace, si je prends la moitié des producteurs, les coûts de production, je vais être sympathique, ils varient de 1 à 2, 1 à 3, parfois plus. Donc, quel est le prix plancher? Oui, c'est Si ça, je ça ne mets peut un pas prix plancher convenir à très tout le bas, monde en fait, en le réalité. syndicalisme agricole ne signera jamais. Et si je mets un prix plancher assez haut, je donne une rente de situation à ceux qui sont les plus efficaces. Et surtout, le risque que j'ai sur le moyen terme, c'est qu'ils deviennent moins efficaces. On Ouais, sait je que quand les comprends. prix sont élevés, en général, c'est pas propre à l'agriculture, hein, les performances économiques baissent, on s'endort tous quand Ouais, c'est les ça prix en sont fait, ok, confortables. ok. Du coup, alors, vous avez évoqué à un moment dans votre intervention les lois Egalim. Les lois Egalim, vous dites, alors que le président s'est un peu empêtré les pieds dedans en y faisant référence, alors que c'était pas forcément ça. Il y a quand même un sujet autour de la loi Egalim et de ces différentes refontes. Du coup, est-ce qu'on n'est pas en train de se rendre compte que ce sont des négociations, que c'est une loi qui sert strictement à rien et qu'en fait, tout ça, c'était du temps perdu? Alors, la loi Egalim, on a vendu du rêve, ça c'est clair. Mm. Avant la loi, enfin, on a vendu du rêve. Bon, c'est une particularité française, cette idée de tout réglementer, de tout légiférer. Moi, je suis donc agronome et je suis petit à petit devenu économiste depuis une vingtaine d'années. La valeur ajoutée entre partenaires économiques, ça ne se partage pas. Pourquoi je donnerais de la valeur à quelqu'un d'autre, une partie de ma valeur? Je ne le fais
que si j'ai un intérêt sur le long terme. Donc la valeur ajoutée, pour moi, ça ne se partage pas, surtout pas par la loi, ça se négocie entre partenaires qui ont des intérêts communs à long terme. Et on a plein de filières qui fonctionnent comme ça. Mm. Donc, cette idée de tout réglementer, là, on a eu Egalim 1, Egalim 2, Egalim 3, on va attaquer Egalim 4, on peut parier tous les deux. Là, je vois, sur le fond, là, vous avez des fruits, on peut parier 1 kilo de tomates, ça ne nous engage pas beaucoup. Mais puis il y aura Egalim 5, Egalim 6. Je veux dire, C'est très bon. l'économie, elle s'adapte à chaque fois. Mm. Il faut poser un cadre. Il ne faut pas un libéralisme sauvage. Il faut poser un cadre. Mais il ne faut pas aller jusqu'à définir dans le détail précis comment les choses se font. Dans les autres pays européens, il y a des cadres réglementaires, ou aux États-Unis, qui est un pays très libéral, mais il y a des clauses antitrust, il y a un cadre qui est très solide, mais les chemins ne sont pas balisés dans l'hyper-détail. Ce sont les acteurs économiques qui s'arrangent entre eux. Je crois qu'il faut qu'on arrive petit à petit à cet esprit-là. Oui, il faut laisser les choses se faire, laisser les choses se faire. Et donner du temps. Donner du temps. Il ne faut pas changer la loi tous les 2 ans. Il faut du temps. Ça, vous savez, c'est Hein, comme tout, le temps est extrêmement important. Ce sont les vieilles lois qui marchent. Monsieur Serroni, il y a un terme psychologique qui est revenu très, très, très souvent au cours de ces dernières semaines en point d'orgue autour du Salon de l'agriculture, c'est le malaise agricole. Le malaise agricole dans nos campagnes. Quelles en sont les causes, monsieur Serroni? Voilà. Moi, j'ai expliqué dès le début, dès les premières manifestations, là, mi-janvier, ce qui a fait du reste, après, j'ai été énormément interrogé par vos collègues. Moi, j'ai expliqué que, d'après moi, la crise que l'on voit, les manifestations, ce n'est pas une crise de revenus. Alors, c'est mon métier. Hein. Pendant longtemps, j'ai dirigé un centre de comptabilité. Ce n'est pas une crise de revenus. On a passé 3 campagnes qui étaient globalement bonnes. La campagne 2022 qui était exceptionnelle de toute notre carrière, et je suis en fin de carrière, on n'avait jamais connu ça. Dans toutes les productions, c'était exceptionnel. En 2021 avait une bonne année, 2023 est une année à peu près correcte. 2024 sera plus compliqué. Voilà, donc ce n'est pas une crise de revenus. Et en même temps, il y a des gens dans la rue partout. Enfin, dans la rue, dans les campagnes et dans les. Parce que pour moi, les agriculteurs, en ont marre des tracasseries administratives. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le point le plus profond. C'est en gros, ils disent, on nous demande de plus en plus, on nous demande des bons produits, ça c'est bien, pas trop cher, produits en respectant le bien-être animal, en mettant moins de produits phytosanitaires, en ayant plus de goût, donc plus compliqué à produire. Et on a le sentiment que vous, la société, vous les consommateurs, vous n'êtes pas d'accord pour nous donner les moyens de le faire. Vous nous demandez d'utiliser moins de produits chimiques et en même temps, vous nous refusez l'accès aux produits génétiques, au progrès génétique, pardon, qui permettrait d'avoir des plantes résistantes aux maladies. Je pense notamment aux nouvelles techniques génomiques. On a des étés de plus en plus longs et de plus en plus chauds, et c'est pour nous de plus en plus compliqué d'irriguer. Et chaque fois qu'on veut faire des réserves d'eau, on a des mouvements de citoyens contre nous. Donc c'est en gros de dire, vous nous en demandez de plus en plus et vous ne nous donnez pas les moyens pour le faire. Et donc c'est cette espèce de situation de stress et d'angoisse. Vous nous traitez de pollueurs, vous nous traitez vous allez vous dire qu'on se gave de subventions. Voilà. Je crois que le fond, il est là. Et c'est compliqué à régler. Et est-ce que le gouvernement, je crois que maintenant il a pris la mesure, mais est-ce qu'il y a 1 mois et demi, il avait vraiment pris la mesure quand on a vu le Premier ministre sur sa botte de paille sur un barrage? Visiblement, il n'avait pas pris la mesure de l'ampleur du malaise. Monsieur Serroni, donc ce malaise, cette crise agricole, l'inflation aussi qui, Voilà. certes, elle s'est calmée ces derniers temps, elle repart sur certains produits plus exotiques, mais donc par la force des choses, ça impacte moins. Mais est-ce que finalement tout ça, toute cette situation actuelle, et vous y avez déjà répondu, je vous la pose quand même la question, mais je connais votre réponse. En fait, tout ça, ça montre les limites de notre système agricole, en fait, en réalité, de notre système alimentaire, même plus généralement. Vous parlez des consommateurs. En gros, c'est notre système alimentaire qui a atteint ses limites. C'est notre système alimentaire, c'est tout à fait. Il ne faut pas faire porter la responsabilité sur le monde agricole. Le monde agricole, depuis 60 ans, a répondu à la demande qui était de produire de manière sécurisée. Donc, on n'a pratiquement plus d'intoxication alimentaire.
de manière sécurisée, des quantités plus importantes, accessibles partout. Et ça, il a répondu. On lui demande depuis 20 ans d'avoir un impact sur l'environnement plus faible. Il y a pas mal d'indicateurs qui montrent que bon, l'impact, il n'a pas baissé autant qu'on voudrait, mais il a quand même sensiblement baissé. Quand on regarde l'état des cours d'eau, etc., ça s'est sensiblement amélioré. Les produits les plus dangereux sont aujourd'hui interdits, on ne les utilise plus. On dit Ecofito n'a pas marché, c'est pas vrai. Ça n'a pas marché comme on voulait, mais les produits les plus dangereux, les plus cancérigènes ont été interdits, donc on ne les utilise plus. Voilà. Donc, mais c'est nous, citoyens aussi, qui devons acheter en responsabilité. On dit on exporte de plus en plus de fruits et légumes, ok, mais jusqu'à présent, les fraises que l'on consommait, évidemment, elles n'étaient pas produites en France. Les haricots verts que certains ont consommés à Noël, ils n'étaient pas produits en France. Il ne faut pas être très malin pour savoir qu'à Noël, il n'y a pas de haricots verts, il n'y a pas de fraises en France. Donc, achetons des produits de saison, achetons des produits frais et cuisinons-les. Mais en même temps, c'est compliqué parce qu'il y a à peu près 15% de nos concitoyens, 15%, hein, qui ne se nourrissent pas comme ils voudraient pour des raisons économiques. Hein. On a 9 millions en temps normal, 6-7 millions, là un petit peu plus tout de suite, de par l'inflation, de Français qui ont recours à l'aide alimentaire. Donc, c'est tout notre système alimentaire qui est comment dire, interrogé par ce malaise. Voilà. Défaillant. Très clair. Bah, écoutez, Monsieur Serroni, merci. Merci pour votre temps, merci pour vos explications. Je rappelle que vous êtes agronomiste indépendant et membre de l'Académie de l'agriculture. Je rappelle aussi également que votre interview a été enregistrée le 6 mars, qu'elle sera diffusée le 8 mars dans notre émission dédiée à l'agriculture, au monde agricole, le Minimac de la lettre de l'acheteur. Je vous souhaite une excellente journée, Monsieur Serroni, et nous, de notre côté, également. on poursuit le programme de notre émission.